Dès 1950, le mathématicien Alan Turing posait déjà la question « Les machines peuvent-elles penser ?» Quelques années plus tard, en 1956, un jeune chercheur nommé John McCarthy forge le terme Artificial Intelligence lors d'une conférence à Dartmouth. Celle-ci va fonder officiellement ce nouveau champ de recherche et évidemment, l'époque est à son optimisme, puisqu'elle imagine déjà des machines beaucoup plus intelligentes que les hommes. Pourtant, cet enthousiasme retombe vite. Les décennies suivantes connaissent ce que l'on appellera les hivers de l'intelligence artificielle, des périodes où l'engouement laisse place à la déception et aux coupes budgétaires. Le problème, c'est que la réalité technologique à cette époque ne suit pas du tout les rêves. Les ordinateurs sont lents, les programmes d'échecs ou de traduction déçoivent, l'intelligence artificielle semblait déjà en sommeil. En 2012, l'IA renaît spectaculairement. Une équipe de chercheurs, emmenée par Geoffroy Hinton, présente AlexNet, un réseau de neurones profonds. Et ce modèle va pulvériser les records lors du concours d'ImageNet sur la reconnaissance d'images. Son taux d'erreur ne va être que de 15,3% comparé au meilleur modèle précédent qui était lui à 26%. C'est le début du deep learning moderne, des algorithmes d'apprentissage automatique capables d'apprendre par eux-mêmes, à partir de gigantesques volumes de données. En quelques années, ces méthodes améliorent dramatiquement les performances en vision, en reconnaissance vocale, en traduction, etc. Des machines apprennent à jouer et à gagner, au Go par exemple, à conduire des voitures, à dialoguer en langage naturel. Alors l'émerveillement renaît, le public découvre des IA qui peignent des tableaux surréalistes à partir de simples phrases ou qui écrivent des poèmes et codent sur demande. En apparence, discuter avec une IA comme ChatGPT semble anodin, presque immatériel. Quelques lignes de texte apparaissent instantanément, comme par magie. Mais cette simplicité n'est qu'une illusion. Chaque requête envoyée à un modèle d'IA déclenche en réalité une chaîne d'action mondiale. Des GPU, qui sont des processeurs spécialisés, vont se mettre en marche à l'autre bout du monde, consommant de l'électricité, produisant de la chaleur, nécessitant un refroidissement immersif par l'air et l'eau. Un seul échange avec l'un de ces chatbots demande ainsi beaucoup plus de ressources qu'une simple recherche web classique. Une question posée à ChatGPT consomme environ 2,9 Wh d'électricité, soit près de 10 fois l'énergie d'une simple requête Google standard. Cela peut paraître dérisoire, pris isolement. 2,9 Wh, c'est ce qu'un four consomme en un peu plus d'une seconde, note même Sam Altman d'OpenAI. Mais multiplié par des millions de requêtes quotidiennes, l'impact s'accumule. Avec des milliards de recherches effectuées chaque jour, si tout était servi par des IA, la consommation en électricité s'envolerait dans des dizaines de térawattheures par an. Et concernant quelques données frappantes, j'ai remarqué qu'en 2023, les centres de données de Google ont émis près de 50% de CO2 de plus qu'en 2019, principalement à cause de la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans leurs calculs. Microsoft a révélé que ses émissions en CO2 avaient augmenté de près de 30% depuis 2020, en grande partie à cause de l'extension dans ses data centers de l'intelligence artificielle. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, puisque entraîner un grand modèle, comme ceux que nous utilisons, a un coût beaucoup plus colossal. L'apprentissage de GPT-3, par exemple, avec ses 175 milliards de paramètres, a été estimé à plus de 500 tonnes de CO2 émises. C'est à peu près l'équivalent de plus de 600 vols transatlantiques aller simple. Et ce chiffre donne déjà le vertige, puisqu'il date de 2020, soit il y a plus de 5 ans. Les modèles les plus récents, encore plus grands, on parle même de trillions de paramètres pour GPT-4, consomment potentiellement bien davantage, même si les entreprises gardent le secret sur les chiffres exacts. Autre coût invisible, l'eau. Nos interactions numériques ont un impact insoupçonné sur les ressources en eau douce. Pour refroidir les serveurs surpuissants qui traînent l'IA, on utilise des systèmes à eau qui évacuent la chaleur par évaporation. En 2 semaines, l'entraînement de GPT-3 a consommé environ 700 000 litres d'eau dans les centres de données américains de Microsoft.
Et cette quantité d'eau est assez suffisante pour créer 320 voitures électriques. Et elle est même suffisante pour acheter 77 778 packs d'eau cristalline. Et évidemment, si cet entraînement avait eu lieu dans un climat beaucoup plus chaud, il aurait nécessité 3 fois plus d'eau. Et chaque requête à ChatGPT, elle aussi, contribue à cette évaporation. Chaque seconde que vous allez passer les yeux rivés sur votre écran est une victoire pour l'algorithme et une donnée de plus pour affiner son modèle de vos préférences. YouTube, par exemple, avec son autoplayer et ses suggestions infinies, a longtemps été entraîné pour maximiser le watch time, qui est le temps de visionnage, quitte à proposer des contenus de plus en plus extrêmes ou sensationnels pour capter l'attention le plus longtemps possible. TikTok, lui, de son côté, va faire défiler des courtes vidéos calibrées pour stimuler en continu le système de récompense de votre cerveau, en exploitant vos vulnérabilités cognitives par des bouffées de dopamine. Ces plateformes utilisent des récompenses aléatoires, parce qu'on ne sait jamais sur quelle vidéo on va tomber. C'est donc là qu'elles vont jouer sur nos émotions, fortes, choc, rire, indignation, car elles savent que la colère ou l'anxiété peuvent nous faire rester plus longtemps sur la plateforme. L'IA a appris ce qui nous retient captifs et s'y conforme parfaitement. Parlons un peu d'économie de l'attention. On parle d'économie de l'attention parce que votre temps de cerveau disponible est devenu la ressource monétisée. Plus vous passez de temps, plus il y a d'espace pour vous partager des publicités directement visées. Et là encore, les systèmes d'intelligence artificielle entrent en jeu, puisque les systèmes de ciblage publicitaire analysent des montagnes de données sur vos comportements en ligne pour prédire quelle annonce a plus de chances de vous faire cliquer. Ils vont analyser vos désirs sans même que parfois vous en ayez conscience. Ainsi, l'IA sait que si vous regardez beaucoup de vidéos sur le thème du voyage, vous aurez des publicités liées à ce thème-là. Alors, elle ne va pas manipuler dans un sens intentionnel, tout ce qu'elle va faire, c'est calculer. Et c'est évidemment sur cette partie qu'on va arriver qui est le dilemme de la personnalisation. Ce dilemme apparaît alors d'un côté où ces algorithmes nous facilitent la vie et nous proposent du contenu, même parfois sur mesure, correspondant pile à nos goûts, ce qui va favoriser notre état de cerveau, ce qu'on aime qui est le confort. Et de l'autre côté, cette personnalisation peut devenir une bulle qui nous enferme et un outil de contrôle sournois, qui est la perte totale de contrôle. Et quand j'ai travaillé sur le sujet, je me suis vraiment posé cette question, quand tout ce que je vois est vraiment précisément ce que je veux voir, est-ce que je suis encore libre de mes choix ou bien guidé ? Alors, les concepteurs de l'intelligence artificielle parlent ici d'alignement. L'alignement s'aligne sur nos préférences pour mieux nous servir et pour certains, pour nous asservir. Si l'intelligence artificielle reflète tout ce qu'on lui montre, que se passerait-il si on lui montre le pire de nous-mêmes ? Et c'est là qu'on va voir que les biais et imperfections humaines vont se retrouver logiquement dans les modèles. Par exemple, on a découvert que des algorithmes de recrutement entraînés sur des données d'entreprise avaient appris à discriminer les femmes. Simplement parce que les CV de femmes étaient moins présents historiquement dans l'entreprise. Alors ce n'est en aucun cas la faute de l'intelligence artificielle puisque elle n'a pas volontairement écarté les CV féminins. Elle a déduit que les données étaient biaisées. De même, des IA de surveillance peuvent représenter certaines minorités parmi les personnes à risque si les données de police sont biaisées. On le voit, l'intelligence artificielle apprend de nous pour le meilleur et pour le pire. Dans le domaine artistique, les dilemmes sont d'un autre ordre. Prenez par exemple la vague des IA génératives d'images comme Stable Diffusion ou Midjourney. Ces modèles ont été entraînés sur des milliards d'images trouvées en ligne. Des photos, des illustrations, des œuvres d'art, sans toujours demander la permission aux créateurs originaux. Des artistes se sont insurgés leur style. Leur patte a été ingérée par la machine, qui peut désormais produire des images à la manière de tel artiste vivant sans aucune rémunération ni crédit.
Et pour parer ça, il y a une class action aux États-Unis qui accuse explicitement Stable Diffusion d'avoir aspiré des œuvres protégées sur Internet, sans autorisation pour entraîner son modèle. Cela pose la question du vol, de la propriété intellectuelle. Alors oui, les images générées ne sont pas des copies exactes, mais un mélange statistique de l'art de milliers de gens. Et c'est ce qui va d'ailleurs brouiller la frontière entre le légal et le moral. À travers tout ça, il va y avoir une autre zone grise, qui va être la désinformation involontaire. Des systèmes comme ChatGPT ou d'autres agents conversationnels n'ont pas de compréhension parfaite du monde. Il leur arrive d'inventer des faits avec aplomb, simplement parce que cela semble plausible dans la phrase. On appelle cela des hallucinations. Par exemple, ChatGPT a déjà fabriqué de fausses références judiciaires convaincantes, piégeant des avocats peu prudents. En 2023, des avocats à New York ont été sanctionnés pour avoir soumis à la cour un mémoire truffé de cas juridiques fictifs que ChatGPT avait généré. Alors encore une fois, l'intelligence artificielle n'a pas cherché à tromper ou nuire, mais elle a halluciné des réponses qui sonnaient bien. Et l'humain a baissé sa garde face à la machine au point de vue de ne même pas vérifier. Et ce genre d'erreur peut avoir des conséquences assez lourdes, comme la propagation de fausses informations, ou même encore des décisions prises sur des bases complètement erronées. Enfin, évoquons la question du contrôle. Les modèles les plus complexes sont devenus en partie des boîtes noires. On peut observer ce qui entre et ce qui sort, mais difficile de savoir pourquoi l'IA a pris une telle décision. Même les développeurs, les concepteurs sont parfois dépassés par ce que l'IA décide. Des initiatives existent pour insérer des garde-fous. Par exemple, Google a annoncé que son nouveau modèle Gemini intégrait des mécanismes de filtrage et de sécurité renforcés dès sa conception. De son côté, la startup Anthropic a proposé en 2023 une approche appelée IA constitutionnelle, où l'IA est entraînée à respecter un ensemble explicite de principes éthiques. L'idée est d'utiliser l'IA elle-même pour évaluer ses sorties selon ses principes et bien sûr s'auto-corriger. Alors c'est prometteur sur le papier, mais Anthropic affirme avoir réussi à rendre son assistant Claude à la fois plus aidant et moins toxique grâce à cette méthode. Mais aucune constitution ne peut tout prévoir. Et là encore, qui rédige ces principes ? Quel biais culturel ou politique peut s'y glisser ? Et là, on touche aux limites de la régulation de machines que l'on ne comprend plus totalement. Après le choc des constats précédents, il est important de rappeler que l'histoire de l'IA n'est pas qu'une succession de risques. C'est aussi un formidable outil que nous pouvons orienter vers le bien commun, à condition de reprendre les mains sur son destin. Des voies nouvelles se dessinent, et d'ailleurs on va avoir le développement de l'open source dans l'intelligence artificielle car il va prendre énormément de l'ampleur. Des chercheurs indépendants, des entreprises plus petites misent sur des modèles ouverts et plus sobres en ressources. Par exemple, en 2023, la start-up française Mistral AI a publié Mistral 7B, un modèle de 7 milliards de paramètres, beaucoup plus petit que GPT-4. Cette technologie d'IA frugale montre qu'on peut faire mieux avec moins, en affinant les algorithmes, en partageant le poids des modèles pour éviter de réentraîner sans cesse de zéro. On peut parler d'ailleurs de l'initiative d'OpenAI avec GPT-OSS, où des modèles d'une vingtaine de milliards de paramètres entièrement ouverts sont développés par la communauté. Ces modèles open source vont offrir plusieurs avantages. Tout d'abord, on va avoir la transparence. Ensuite, on va avoir l'adaptabilité, on va pouvoir fine-tuner les modèles. Et enfin, on aura la durabilité, puisqu'on va mutualiser les efforts au lieu de les gaspiller en doublant les entraînements. En somme, l'intelligence artificielle va se démocratiser peu à peu, sortant des seules mains des géants du web pour devenir un outil que les citoyens, les universités, les gouvernements pourront utiliser librement. Ensuite, un changement de paradigme se prépare pour réduire la dépendance aux gigantesques data centers, puisqu'en réalité, c'est elles qui sont énergivores et qui consomment le plus d'énergie. C'est l'essor de l'edge computing. Plutôt que de transiter les données d'un pays à un autre vers des serveurs lointains, pourquoi ne pas exécuter des modèles au plus proche de l'utilisateur, et même parfois en local ?
Et d'ailleurs, nos smartphones embarquent déjà des puces neuronales capables de milliards d'opérations. On peut imaginer que des IA tournent directement en local sur votre appareil pour les tâches récurrentes. On peut déjà imaginer des IA qui tournent en local sur votre appareil pour des tâches courantes. Par exemple, la reconnaissance vocale, la correction auto pourraient être réalisées sans envoyer chaque requête sur le cloud. Cela aurait plusieurs bénéfices, un gain en confidentialité, une réduction de latence, et bien sûr des économies d'énergie à l'échelle globale, puisqu'on aurait beaucoup moins de transmission vers des serveurs ciblés. On pourrait avoir des nœuds en périphérie du réseau, plus proches des utilisateurs, qui pourraient traiter en temps réel certaines demandes sans solliciter le cœur du data center. On peut donc entrevoir un futur assez proche où les voitures autonomes, les villes intelligentes pourront directement fonctionner avec des micro-data centers locaux optimisés par l'intelligence artificielle. L'IA ne disparaîtra pas des grands centres de calcul, mais on peut au moins essayer de fortement la réduire. Enfin, vient la notion de Green AI. C'est une intelligence artificielle qui va être conçue, développée pour être énergétiquement responsable. De plus en plus de chercheurs appellent à intégrer l'efficacité comme métrique clé, au même titre que la précision du modèle. Mais alors cela va passer par plusieurs axes. On va d'abord optimiser les algorithmes pour qu'ils consomment moins. Par exemple, en réduisant le nombre de paramètres sans perdre en performance via des techniques de compression ou de distillation des modèles. Améliorer l'efficience du matériel, des puces spécialisées bas niveau qui calculent plus par watt dépensé, et adopter des pratiques de développement soutenable. Alors des initiatives comme le Green Software Foundation travaillent sur ces sujets, et même des géants comme Google ou Microsoft commencent à communiquer sur leur trajectoire vers des data centers zéro émission nette à horizon de 2030-2040. Sur le plan sociétal, l'espoir réside aussi dans la mise en place des garde-fous éthiques et juridiques. L'Union européenne, par exemple, a adopté en 2024 l'AI Act, le premier cadre réglementaire complet sur l'intelligence artificielle. Celle-ci va imposer aux systèmes les plus à risque des obligations de transparence, de documentation, d'évaluation, de biais, avec leur déploiement. Cette approche poussera alors les concepteurs à intégrer l'éthique dès la conception, Ethic by Design. De plus en plus, on voit émerger des cours sur l'éthique de l'intelligence artificielle, des comités d'experts pluridisciplinaires dans les entreprises pour superviser les usages de l'intelligence artificielle et même des outils techniques d'audit algorithmique. Tout cela forme un écosystème naissant qui, s'il s'agrandit, pourra accompagner l'IA vers une voie beaucoup plus vertueuse. En d'autres termes, l'intelligence artificielle dans toute sa puissance n'est que le reflet amplifié de l'humanité qui l'a créée. Si nous lui insufflons nos défauts sans vigilance, elle les reproduira à grande échelle. Mais si nous y parvenons à intégrer nos valeurs, notre créativité et à en faire un outil de service de tous, alors elle reflètera le meilleur de nous-mêmes.